Bonjour et bienvenue sur T'as tout senti, le podcast qui désormais agite le parfum. Pour cette 4e saison, j'explore toujours le monde du parfum avec une autre vision, celle de vivre et de mieux vivre le parfum, faire parler les odeurs, le nez et les saveurs, avec plus que jamais l'accent sur innovation, audace et créativité. Chaque semaine, j'inviterai à mon micro des chefs d'entreprise, des parfumeurs créateurs et tous ceux qui participent à la recherche et à l'innovation. On y parlera donc parfum, saveurs, ingrédients, odeurs, développement durable. Autant de portraits et d'échanges bien sentis, en mode passion et en mode complice. Je suis Bettina Ekroyd, journaliste, experte parfum et saveurs, et la créatrice du blog tatousenti.com. Pour ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner à T'as tout senti. Maintenant, place à mon invité. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, direction Drouot à Paris pour les estivales, la première vente du printemps de flacons de parfum et nuages de poudre 2024 avec le commissaire-priseur Le Floch. Une vente bien évidemment orchestrée par l'incontournable et unique expert Jean-Marie Martin Attenberg. Un homme qui vit, respire sa passion pour la parfumerie pré-industrielle et a écrit de nombreux livres sur le parfum et la beauté. Son dernier livre retrace le parcours de Charles Frederick Worth, un homme visionnaire, aux éditions Thames & Hudson. Un beau livre qui a été écrit avec Chantal Trubert, l'arrière-arrière-petite-fille de Charles Frederick Worth, Françoise Tétart-Vitu, historienne du costume, ancienne responsable du cabinet des estampes du musée Galliera, et Fabrice Olivieri, fondateur de Parfumologie et créateur de parfums. Écoutons sans plus tarder Jean-Marie pour prendre le pouls du marché des collectionneurs de flacons de parfum, mais aussi découvrir ses dernières acquisitions et s'attarder bien évidemment sur les flacons étonnants et d'exception de cette vente. Courez vite aujourd'hui à Drouot pour voir l'exposition jusqu'à 18h et aussi lundi matin. Sinon, le catalogue est disponible sur le site internet du commissaire-priseur Le Floch. Bonjour Jean-Marie. Nous Bettina, sommes à bonjour. la veille d'une nouvelle vente de flacons de parfum organisée par Le Floch et qui va se dérouler le 10 juin à Drouot, à Paris. Mais avant, j'aimerais que l'on prenne le pouls de ce marché et que vous nous disiez ce qu'il en est aujourd'hui. Eh bien, le marché aujourd'hui a changé de configuration. Depuis 30 ans, la parfumerie ancienne s'est bonifiée au fil des ventes avec des collectionneurs de plus en plus documentés, de plus en plus exigeants. Et en fait, aujourd'hui, il y a une autre population qui a émergé depuis 10 ans, qui sont les collectionneurs d'odeurs ou de vintage, de parfums vintage, c'est-à-dire ces parfums qui ont été produits il y a 30 ou 40 ans, qui ont été conservés dans des conditions tout à fait optimum en termes de qualité et de protection. Et donc, ils veulent absolument retrouver ces parfums emblématiques qui, aujourd'hui, pour des raisons que nous connaissons, la réglementation REACH, et tout ce qui est allergène, contraint les industriels de la parfumerie à modifier les formules de certains grands parfums iconiques. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. Et l'objet de collection, bien sûr, reste plébiscité, mais maintenant, on recherche aussi l'odeur, le parfum, comme on dit, le jus, ce qui n'est pas un très joli nom, mais c'est pas très joli. Et alors, ce qui s'avère, c'est que le phénomène est international, puisque de plus en plus de pays s'intéressent aux parfums français, donc au vintage bien sûr, et lors des ventes aux enchères spécialisées sur le patrimoine de la parfumerie, nous avons des Chinois et des Russes
qui sont absolument déterminés à payer un prix quelquefois déraisonnable certains parfums anciens qui sont en état de conservation remarquable. Alors, les maisons qui bénéficient de cette aura et de ce plébiscite, c'est principalement la maison Guerlain, les anciens parfums de chez Caron et accessoirement, mais ça c'est beaucoup plus pour les initiés et les gens un petit peu documentés au niveau de l'histoire, les anciens parfums de Coty, qui sont finalement emblématiques d'une parfumerie du XXe siècle révolutionnaire, puisque Coty, comme on le sait, a été un des ténors de la parfumerie industrielle, avec un marketing absolument hors norme. Les flacons de René Lalique qui ont magnifié ses parfums, l'utilisation des matières premières de synthèse en complément de la palette olfactive traditionnelle des matières premières naturelles. Donc c'est un petit peu tout ça. Donc le marché est réconforté par ces deux populations. Les grands collectionneurs qui ont presque tout, c'est ça qui est terrible, c'est que ils ne suivent plus le marché parce qu'ils ont des collections déjà très importantes. Donc de nouveaux collectionneurs émergent et finalement arrivent un petit peu à faire des achats et à faire des acquisitions de manière un peu plus sereine, parce que les très grosses collections avec des pouvoirs financiers que vous imaginez faisaient littéralement provoquaient des enchères absolument démentielles sur certains objets de parfumerie, certains flacons, certes rares, mais qui aujourd'hui demeurent plus accessibles parce que les grands collectionneurs ont presque tout et que ces nouveaux collectionneurs désirant acquérir des pièces d'exception arrivent certaines fois à obtenir des prix qui correspondent à leur budget. Donc le marché, finalement, comme tout marché, il y a des fluctuations, il y a des hauts et des bas. Mais il y a quand même un intérêt croissant et qui est en plus un intérêt intergénérationnel. Parce que c'est même pas une histoire de génération, c'est aussi bien des très jeunes. Qu'est-ce que vous entendez par là ? De 25 à 30 ans, ils sont très très bien informés quand ils s'intéressent aux parfums. Ils n'achètent pas n'importe quoi. Ils tombent pas dans le panneau des publicités dithyrambiques comme on voit au niveau institutionnel à la télévision. C'est des gens qui vont vers le parfum et la qualité du parfum et pas. Ils sont pas du tout dans l'image. Ils y vont en connaissance de cause. Et ils y vont en connaissance de cause, c'est exactement ça, Bettina. D'où d'ailleurs ce phénomène des parfums. Alors, moi, j'aime pas dire ce mot, les parfums de niche. Moi, j'appelle ça de la parfumerie d'art et d'essai, parce que je trouve ça beaucoup plus joli et élégant. Et en fait, ces maisons émergentes, confirmées dans leur trajectoire commerciale, ont ce public de jeunes qui tout d'un coup se rendent compte que la parfumerie d'avant, elle avait aussi des trésors, et ces trésors, ils veulent les redécouvrir, et surtout se replonger en fait dans l'histoire. En fait, il y a ça aussi. Parce qu'un parfum, c'est pas uniquement un flacon et un parfum. J'aimerais qu'en termes de collectionneurs des flacons de parfums, vous nous disiez s'il y a certains flacons qui sont plus recherchés ou des marques qui sont plus recherchées que d'autres. Alors, marché des flacons de parfums et des objets de parfumerie signés René Lalique connaissent depuis quelque temps un petit ralentissement. Les prix ont été très élevés. Il y a une mode aussi qui se greffe. Vous savez, c'est cyclique. Il y a des modes et en ce moment, les pièces de René Lalique deviennent un petit peu plus accessibles. Il y a aussi un changement de goût, c'est-à-dire que, par exemple, Nina Ricci était une maison et une marque extrêmement collectionnée et extrêmement plébiscitée, et aujourd'hui, elle n'a plus Mais du alors, tout qui monte en gamme ? C'est Schiaparelli. Schiaparelli, avec ce côté un peu fun, un peu punk décalé, un petit peu surréaliste. Ça séduit cette jeunesse qui n'a pas connu cette époque et pour eux, ils rentrent dans une époque qu'ils ont envie de revisiter. Et le Shocking de Schiaparelli, qui est un parfum emblématique que plus ou moins tout le monde connaît, cette maison est quand même assez extraordinaire. Puis en plus, il y a la couture qui est redéveloppée, Lady Gaga est l'égérie de la maison, donc ça draine un intérêt par les jeunes. Et donc, il n'y a pas que ça. Il y a Jean-Paul Gaultier qui, bien sûr, son flacon est le petit frère, je dirais, du Shocking de Schiaparelli. Mais le phénomène Gaultier est pareil, le phénomène Thierry Mugler et le phénomène Lolita Lempicka. En fait, ça reste toujours des univers que des collectionneurs sensibles à ce type d'univers
ils constituent des ensembles assez Absolument. intéressants. Alors, les marques historiques disparues s'adressent à des gens très documentés, très exigeants sur la qualité. Alors, si on parle de certains parfums comme Isabey, Gabilla ou les parfums d'inspiration égyptienne, alors là, on rentre vraiment dans le sérail des collectionneurs initiés qui, depuis des années, achètent des pièces régulièrement. J'ai par exemple un collectionneur qui ne collectionne que les parfums de Rosine parce que c'est Paul Poiret. Et parce que le personnage Paul Poiret, qui est le couturier, le fascine et fascine totalement. Le personnage est fascinant, la couture est très plaisante. Et puis, bien sûr, il y a des épiphénomènes. Dernièrement, à New York, il y a eu une vente de parfumerie ancienne organisée par mon correspondant, Ken Leach, qui est basé à New York, et il a présenté pour la première fois la première version du flacon numéro 5 de Chanel dans son étui en métal chromé. Et ce modèle s'est retrouvé et a été vendu 72 000, qui est un record absolument faramineux. Mais le 5 de Chanel, c'est un phénomène à part parce que dans la parfumerie, Chanel n'est pas très collectionné au départ, mais ce mythe du numéro 5, tout le travail que la maison fait derrière, la magie, la fascination du personnage qui est Coco Chanel, entraîne vraiment une curiosité et une passion. Et ce flacon qui est quand même très minimaliste, qui est le reflet de cette quête de simplicité voulue par Mademoiselle Chanel, évidemment. Ça a fait un prix dément parce que c'est la première fois qu'on le voyait. Et ça a fait une publicité énorme pour la maison Chanel. Lors de votre dernière vente, vous aviez aussi un... Alors j'ai eu le petit modèle, mais un tout petit modèle, mais cette fois décliné non pas en numéro 5, c'était décliné, je crois... Si, c'était en numéro 5, excusez-moi, je croyais que c'était Gardenia. Non, en numéro 5, et là, tout petit modèle de même pas 4 cm, on s'est retrouvé quand même à 4 000 €, ce qui est déjà énorme pour un petit flacon. Là, 72 000 €, c'est l'Amérique, avec tous ses excès, c'est pas l'Europe. En Amérique, on voit grand, gros et big. Alors, et top. J'aimerais juste revenir un instant, quand vous parliez de Schiaparelli, est-ce que ce sont des parfums que l'on peut aller sentir à l'osmothèque ? De mémoire, je sais que l'osmothèque recèle des anciennes formules et le Shocking référencé, et je pense qu'il est tout à fait disponible pour être senti à l'osmothèque. Et le deuxième parfum qui peut-être est encore disponible, c'est le parfum Zut de Schiaparelli, qui a été créé en 1948. Maintenant, j'ai très envie que vous nous racontiez quelle est votre dernière acquisition, en peu de mots. Il y en a beaucoup, c'est ça le problème. Mais celle qui vous vient là, à l'esprit, celle dont vous avez envie de parler à ce moment T. Ce moment T, c'est tout dernièrement, très très joli flacon de 1920 qui a été dessiné et réalisé par le sculpteur verrier, le fameux Julien Viard, que peu de gens connaissent, sauf chez les collectionneurs, créé pour un petit parfumeur de Tours qui s'appelle les parfums Salancy. Et alors ce flacon est assez particulier parce qu'il est d'inspiration gothique. Il ne faut pas oublier que Julien Viard avait comme associé Georges Viollet-le-Duc, de la famille de Viollet-le-Duc. Et donc ce flacon traduit totalement le côté stylistique du gothique, mais l'intérêt aussi c'est que le bouchon est ciselé et représente 2 papillons affrontés, donc il y a une certaine poésie. Et alors le nom du parfum, alors là rien que pour le nom on ne peut que fondre, c'est le roman d'une rose de Salancy. Et donc c'est vraiment très poétique, on pense au jardin de la Loire, au château de la Loire, parce que Salancy est tourangeau. Tout dernièrement, j'ai pu attraper, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres objets. D'accord. Et j'ai aussi envie que vous nous racontiez votre découverte la plus bluffante, la plus spectaculaire. Celle qui vous a donné des émotions. Alors, la plus bluffante, quand j'ai acheté, il y a quelques années, un flacon extrêmement chargé d'histoire. Pourquoi ? Parce que c'est le contexte dans lequel il a été créé et lancé. Il s'agit d'un parfum commercialisé à partir de 1936 par Lancôme. Lancôme a créé un parfum et il l'a appelé
révolte. Or, en 1936, grève du Front populaire, manifestation, limite, émeute ou contradiction, enfin contestation du gouvernement, donc un contexte social quand même très très agité. Mais ce qu'a voulu créer le directeur artistique de chez Lancôme, qui était Georges Delhomme qui a fait toute la production des flacons et des emballages et des coffrets jusqu'en 1964. Donc vous voyez, ça a duré depuis 1935-1964. Il a choisi un flacon qui figure un pavé. Or, vous savez qu'un pavé, quand il y a des manifestations, on le saisit et on le jette sur les forces de l'ordre. Ça, c'est très typique des Parisiens quand ils sont énervés. Et donc, ce pavé provocateur, le gouvernement, du moins le ministère de l'économie de l'époque, a dit à Lancôme, écoutez, c'est de la provocation, ça serait bien de changer l'emballage. Donc, c'est un flacon extrêmement rare qui n'a pas été produit. Non, il doit y avoir longtemps. très peu d'exemplaires. Il y en a eu quelques-uns, mais commercialisés. Alors bon. Et un jour, j'ai trouvé un exemplaire au fin fond de l'Auvergne. Il voyage. Alors, pourquoi en Auvergne ? Vous savez, les objets, ils sont là où ils sont, mais c'est bon. Il voyage et j'ai racheté cet objet emblématique parce qu'il a une charge historique très importante. Et alors, il est d'une qualité extrême et pour confirmer mon histoire, le musée Carnavalet en a acheté un pour faire une vitrine sur les parfums de Paris. C'est intéressant ça. Et il y a une vitrine au musée Carnavalet où vous avez plusieurs créations, dont le pavé Révolte de Lancôme, que vous pourrez admirer au musée Carnavalet. Passionnant. C'est une idée de visite que d'aller voir ce musée Carnavalet. Maintenant, j'aimerais juste que vous nous disiez, puisque si je ne m'abuse, c'est la première fois que vous faites une vente avec le Floch, et qui sont-ils ? Alors, l'étude Guillaume et Aimé Le Floch est une belle étude basée à Saint-Cloud, dans le 92. Ils se vendent aussi à Drouot. C'est une très belle maison qui a monté en gamme d'année en année et qui a des départements extrêmement dynamiques. Alors, les bijoux, l'argenterie, l'art de la table, le mobilier objet d'art du XVIIe, XVIIIe siècle, du design et d'art contemporain, sculpture, enfin, c'est extrêmement étendu. Ils ont même des ventes de mode qui sont absolument intéressantes parce que on peut s'acheter un sac d'une grande maison à des prix tout à fait modiques par rapport à ce que l'on voit dans certains grands magasins. Mais bon, c'est un choix personnel de toute façon. Et donc, pourquoi avec eux ? Déjà, ils sont à 20 minutes de chez moi. C'est déjà une bonne raison. Donc déjà, au niveau logistique, c'est quand même plutôt intéressant. Deuxièmement, en Paris, on ne peut plus rien faire. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, je vais rester dans ma campagne, dans l'ouest parisien. Et puis, ils vendent à Drouot, donc c'est une option intéressante. Et ils sont partants parce qu'ils se sont dit, pourquoi pas, on peut essayer. Parce que la parfumerie ancienne, pour beaucoup de commissaires-priseurs, c'est un petit peu abstrait, il faut les éduquer. Ils voient les prix, bien sûr, mais vous savez, quand on fait une vente avec une salle à Drouot, il y a quand même des frais assez lourds. Il y a quand même il y a un prix d'une salle, il y a le prix du catalogue, il y a la logistique. Bon, c'est des ventes qui sont prestigieuses, mais en termes de rentabilité, il faut être extrêmement vigilant. Ça, je ne me rendais pas compte. C'est intéressant ce que vous venez de dire. Oui. Et donc, l'étude Le Floch est une très bonne étude. Guillaume est un commissaire-priseur reconnu. Son épouse Aimée est devenue commissaire-priseur de facto. Et tous les deux orchestrent des ventes assez jolies, prestigieuses. D'ailleurs, ils ont monté des ventes qui ont lieu tous les jeudis. Et ça s'appelle les Jeudis de Saint-Cloud, où vous pouvez aller aussi bien acheter un meuble pour décorer votre maison de campagne, surtout que le mobilier ne vaut plus rien, il faut en profiter. Au lieu d'aller chez Ikea, on ferait mieux d'aller dans la salle de vente, faire de la belle déco et acheter des meubles de caractère, mais ça c'est perso. Et puis il y a des ventes thématiques qui ont lieu le jeudi, ça peut être des tapisseries, des tapis. Vous savez, les ventes aux enchères, il y a des millions d'objets qui passent dans les salles. On ne se présume pas la richesse de ce que vous pouvez... Alors, d'accord. Bon, rentrons de plein fouet donc, dans cette vente.
qui va avoir lieu lundi. Dites-nous-en quelques mots. Alors, cette vente s'intitule les Estivales du parfum. Pourquoi le nom ? Parce que c'est beaucoup plus évocateur et joli. C'est un nom que j'ai voulu pour baptiser avec cette nouvelle étude la vente. Bon, j'ai eu d'autres noms. J'ai eu les Saturnales du parfum, les Floralies du parfum. Et puis avec tout le bousculement du Covid, ça a tout chamboulé. La chronologie a changé. Enfin bon, bref, parce qu'il y avait une vente en novembre, une vente au printemps. Bon. Une des études a décidé d'arrêter parce qu'ils ont pris leur retraite, les 2 commissaires-priseurs, ce qui est bien légitime, et ils ont fermé le bureau de Paris, ce qui fait que je me suis retrouvé, logistiquement parlant, très en difficulté. Et c'est pour ça que je me suis aussi rapatrié sur le 92, qui est quand même beaucoup plus facile en termes, je dirais, d'accessibilité et de circulation. Donc voilà, cette vente, les Estivales du parfum, regroupe 230 lots. Vous avez donc des thèmes dans la vente, notamment, alors vous avez bien sûr de la parfumerie contemporaine. Mais rentrons dans le vif du sujet de ce qui est étonnant et de ce qui sort de l'ordinaire et ce qui est à retenir de cette vente. Alors, ce qu'il faut retenir de cette vente, c'est que nous avons une sélection, notamment un très joli thème égyptien avec 3 pièces de parfumerie ancienne stylisée égyptien. Vous avez le Sphinx d'or de Ramsès, qui est un flacon des années 1920. C'est littéralement superbe, c'est le 71. Exactement, qui donc représente un sarcophage et un sphinx allongé dessus et qui a été commercialisé en 1920 par la parfumerie Ramsès, qui est une parfumerie qui a fait faillite en 1932. Donc il y a très très peu d'objets qui circulent. Ça a été créé, enfin le flacon a été dessiné et créé par Julien Viard, le sculpteur. Mais dont lui, je on y parlais reviendra dans un autre épisode pour que... Bien sûr. Et puis il y a aussi fameux flacon en forme d'obélisque de Luxor avec des hiéroglyphes gravés et patiné argent, qui a été créé par la cristallerie de Saint-Louis pour le parfumeur syrien Bichara. Alors Bichara s'est établi à Paris en 1898 et commercialisé, et a eu un succès fou d'ailleurs, a commercialisé le henné, la fameuse teinture. Et c'est comme ça qu'il a fait sa fortune et il a lancé des parfums. Qui lui a permis de faire les parfums. Voilà, et ce parfum Ramsès II, lancé en 1928, conditionné dans ce flacon obélisque, qui est absolument spectaculaire, qui est emblématique. Il y a aussi une boîte avec des motifs égyptiens de l'Institut de beauté du 26 Place Vendôme, qui était le premier institut de beauté créé à Paris en 1895 par Madame Valentin Lebrun et Monsieur François Merle, qui s'étaient associés et qui ont déposé à l'INPI, ou du moins à l'époque c'était pas l'INPI, c'était la greffe du tribunal de commerce, ils ont déposé le concept d'institut de beauté. Et donc, pour la première fois. Et ils ont fait des parfums et des cosmétiques. Et là, vous avez une boîte triangulaire avec des scarabées sacrés qui servait à présenter, je ne sais pas si c'est une crème ou une poudre, mais du moins c'est un cosmétique qui est tout ouvragé avec des scarabées sacrés. Si je ne m'abuse, il y a une jolie sélection de boîtes à poudre. Alors, il y a une section nuages de poudre. Alors, pour information, les objets de cosmétiques sont absolument plébiscités et collectionnés. Oui. Nous avons une page Facebook qui s'appelle Nuages de poudre, qui regroupe pratiquement 800 collectionneurs, 800 passionnés, et qui collectionnent, se documentent sur les étuis, les minaudières, les boîtes de beauté, les boîtes à poudre en carton, tout ce qui concerne la cosmétique, bien sûr, lié à des marques de parfumerie ou de cosmétiques. Et là, dans la vente, nous avons une sélection Donnez-nous les plus spectaculaires. Ce qui est très amusant, c'est la série dénommée Terre de Retz, qui était une marque déposée par les Galeries Lafayette, et qui sont des boîtes de poudre en papier mâché et qui représentent des courtisanes, des marquises, des personnages, disons, un petit peu costumés à l'ancienne. Donc c'est en fait la volonté des Galeries Lafayette en commercialisant ces objets, c'est qu'ils voulaient que l'objet soit gardé comme un bibelot décoratif. Oui. Donc on ne jetait pas. Et ces collectionnés, ces boîtes de poudre Terre de Retz sont assez prisées par les collectionneurs, notamment américains. Et puis bien sûr, il y a d'autres choses. Il y a dans la sélection nuages de poudre, il y a un bracelet d'Albert Flamand, un bracelet manchette Art déco fin des années 20, début des années 30, qui comporte un Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors, de courtoisie, c'est-à-dire que le motif du bracelet que l'on voit ornant la manchette, en fait, quand vous cliquez sur le côté, le petit bouton, il s'ouvre et il y a un poudrier à l'intérieur, avec son miroir et tout, pour se poudrer le nez le temps d'arriver à une soirée mondaine. Donc il y a ce genre d'objet, et puis il y a des boîtes de beauté. Il y en a une qui est très amusante, de Werber, qui est des années 50, et qui s'appelle Boîte de nuit. Et en fait, c'est une minaudière ou une boîte de beauté en laiton estampé et gravé. Quand vous cliquez, vous l'ouvrez, et évidemment, il y a une petite ampoule qui s'éclaire, ce qui veut dire que vous êtes au cinéma ou au théâtre, dans la pénombre ou dans la nuit. Et vous pouvez vous repoudrer le nez ou éventuellement vous remettre un petit peu de rouge à lèvres. C'est plein de poésie, Voilà. On en a tellement besoin. Alors, j'ai cru aussi voir dans cette vente, et j'aimerais que vous nous racontiez les anecdotes autour justement des flacons sur Dior et Miss Dior. Alors, Christian Dior, comme on le sait, c'est le couturier du siècle, du moins de la deuxième moitié du XXe siècle, et qui aujourd'hui est quand même très présent grâce au groupe LVMH, il ne faut pas l'oublier. Nous avons une sélection ancienne, bien sûr, des flacons emblématiques des parfums Christian Dior. Alors, en premier lieu, il y a les 3 amphores en cristal doublé de Baccarat. Il y a la blanche, il y a la bleue, rouge. Et en fait, c'est la série tricolore qui a été commercialisée au sortir de la guerre de 40 et qui finalement consacre le côté un peu cocorico de la France. C'est le clin d'œil à la victoire et à la libération de Paris. Et ces 3 amphores sont présentes dans la vente, dont 2 avec leur coffret d'origine. Alors, les amphores en question avaient été dessinés par Fernand Guéricola, qui est un grand designer qui avait notamment travaillé pour Schiaparelli et pour d'autres parfumeurs. Et le coffret, qui est assez riche, assez raffiné, qui ressemble un peu à une boîte à gants, a été conçu par Victor Grandpierre, qui était un décorateur des années 50 et qui était très très à la mode dans cette période-là. Et alors bien sûr, on parle de Dior, on ne peut pas oublier, et Dieu sait si Miss Dior est reconnue et est un incontournable, mais derrière Miss Dior, il y a toute une histoire, c'est-à-dire que qui est en fait Miss Dior ? On se pose la question. Et finalement, on a découvert que Miss Dior, c'est Catherine Dior, la sœur de Christian Dior, qui vouait à sa sœur une amitié, une affection, une tendresse, une complicité extrêmement profonde. Et puis, il ne faut pas oublier que Catherine Dior a traversé la guerre d'une manière extrêmement périlleuse. Elle a été déportée, elle est revenue des camps de concentration. C'était quand même assez compliqué. Et son frère l'a récupéré et c'était un grand bonheur pour lui et surtout un soulagement, je pense. Et donc ce parfum Miss Dior en 1947 consacre et je dirais rend hommage à sa sœur Catherine. Et puis alors dans la sélection, ce qui est encore plus drôle et touchant, c'est qu'en 1952, la maison de couture Christian Dior a complètement plébiscité Miss Dior, fait une publicité mais assez conséquente, avec un parfum qui s'appelle J'appartiens à Miss Dior, et qui donc c'est du parfum Miss Dior, c'est pas une nouvelle composition, mais c'était du Miss Dior, mais contenu dans un flacon très particulier, d'une qualité cristallière absolument inouïe, toujours dessiné par Fernand Guéricola, et qui figure le bichon maltais de Catherine Dior, qui s'appelait Bobby. Donc, chien fait le beau, il a ses pattes arrière, les 2 pattes avant levées, et il vous regarde avec son côté naïf, et il recèle un petit ruban où était attaché un médaillon où il était marqué « J'appartiens à Miss Dior ». Donc c'est un petit clin d'œil et c'est un tirage limité extrêmement confidentiel. On ne connaît pas le nombre de pièces, mais c'est assez confidentiel. C'est un flacon rare. Alors, avant de terminer, vous m'avez évoqué, j'ai trouvé ça très intéressant, donc j'aimerais qu'on en parle brièvement. C'est donc... on parle des parfums cousus nez, mais il y a aussi, c'est donc en référence aux parfums cousus main et à la mode. Donc, exactement. Oui. C'est-à-dire que c'est un jeu de mots dans la mesure où on parle toujours en couture, de haute couture fait main. Et les parfums, c'est pareil, c'est fait
au nez. Et donc, c'est un jeu de mots, cousu main, cousu nez. Alors, cousu nez pour les parfumeurs, pourquoi ? Parce que, aujourd'hui, la parfumerie, elle recèle énormément de maisons de couture qui, pour se faire mieux connaître, pour défendre leur image, pour promouvoir la haute couture et leurs ateliers, ont besoin du parfum pour littéralement rayonner. Et puis, financièrement, le parfum est un soutien important pour ces maisons qui ont quand même une clientèle très élitiste au niveau de la haute couture. Et ce qui se passe, c'est que le trublion qui a provoqué ce mouvement des couturiers parfumeurs, c'est le célèbre Paul Poiret. Toujours le même. Et Paul Poiret, suivi d'ailleurs de Maurice Babani, ils étaient tous les deux complices, ont créé des parfums de couturiers. Alors au départ, ils les offraient, ils ne les vendaient pas. Et puis il s'avère que c'est un commerce quand même juteux. Et ils ont commencé à vendre. Alors évidemment, les parfumeurs traditionnels tels que Guerlain ou même Coty, ou peut-être des marques comme Édouard Pinault, Bourgeois, tout le sérail de ces marques de parfums bien établies depuis le 19e siècle, ont vu d'un très mauvais œil cette initiative, parce qu'ils se sont dit, ça y est, les couturiers vont faire du parfum, ils vont être en concurrence. Or, c'est tout le contraire qui s'est produit, c'est que finalement, le marché des couturiers est un marché mais extraordinaire pour les parfumeurs qui ont proposé des compositions de parfums. Chacun son métier. Parce que les couturiers n'ont pas le temps de fabriquer. Même si chacun son métier. Et puis, même si des maisons de couture ont eu leur société de parfumerie, je pense aux parfums Jeanne Lanvin ou même les parfums Chanel, bon, il n'en est pas moins vrai qu'ils travaillaient avec beaucoup de parfumeurs hors de la maison. Il y avait beaucoup de consultations. Et c'est aussi l'idée à la base de Louis Amic, le père de Jean Amic, qui donc leur a dit, vous savez créer des collections de couture. Nous, notre métier, c'est d'être parfumeur. Nous allons vous faire, nous créer. Voilà, exactement. Des collections de parfums, en plus. Alors, pour information dans la vente, les estivales du parfum, il y a un flacon assez emblématique de Paul Poiret qui est présent, qui est le flacon en métal avec une chaînette et qui figure un encrier indo-persan. Et le nom du parfum se nomme Aladdin. Et en fait, c'est un parfum qui a été créé au départ en 1911, quand Paul Poiret a organisé, vous savez qu'il a organisé des soirées, des fêtes somptueuses. Et la soirée en question, en 1911, c'est une soirée qui s'est dénommée les 1002e nuits. Alors Paul Poiret était assez folklorique, c'était un marrant. Aladdin donc remémore cette fête et cette soirée mémorable dans Paris. Et donc ce flacon, qui est assez étonnant, est présent dans la vente. Il va y avoir très peu d'exemplaires, sinon... Il y en a quelques-uns, mais c'est surtout, faut les trouver en bon état. Le problème, c'est que c'est des objets. Le parfum, c'était de la consommation. Le flaconnage, les boîtes de poudre, les coffrets, beaucoup de gens les ont jetés parce que on n'a pas l'importance que ça saisi la valeur graphique, la valeur esthétique et les artistes qui ont œuvré pour fabriquer et finalement promouvoir le parfum. Totalement. C'est surtout ça. Voilà. D'accord. Alors moi, pour conclure, quand j'ai feuilleté ce catalogue de vente, il y a quelques flacons, bien évidemment, que j'ai trouvé sublimes, mais il y en a un qui m'a étonnée et j'aimerais que vous me racontiez s'il y a une histoire. C'est le Château d'Azur de Tocalon, qui est tout de même, qui sort des normes. Et voilà, j'ai envie d'en savoir plus. Eh ben, écoutez, c'est très simple. Tocalon donc est une marque franco-américaine de parfums et de cosmétiques, principalement de cosmétiques. Ils ont fait quelques parfums. Voilà. Alors pour explication, Tocalon, ça vient du grec tokalon, qui veut dire la beauté. Ça signifie quelque chose d'esthétique et de beau. Et donc, comme la société était liée à Grasse et à toute la région Provence-Côte d'Azur, il s'avère qu'il y a eu un programme immobilier, la Société immobilière de Nice, qui a construit un château absolument délirant, un très joli château. Et Tocalon, pour marquer l'événement, a créé Parfum de mon château. Bien entendu, il est allé jusqu'au bout de son idée. Ils ont créé un flacon qui représente un château, dont le toit est une capsule. C'est la capsule qui protège le bouchon. Et le toit est entièrement doré à la feuille d'or.
Donc c'est très étonnant. Et alors, il n'y a pas le coffret, moi je le connais le coffret, c'est un coffret qui en fait, vous avez un coffret qui, quand il est fermé, c'est des murailles, comme si on ne pouvait pas rentrer dans la propriété. Vous ouvrez, il est à 3 volets, et quand vous avez les 3 volets ouverts, le château, donc le flacon est au milieu, et tout autour, il y a toute la reproduction d'un jardin à la française. C'est absolument inouï. Oui. Alors, c'est un flacon qui est très prisé aux États-Unis parce que la Côte d'Azur, la Riviera, ça évoque beaucoup de choses. Et comme Tocalon est une marque franco-américaine, ça joue aussi. Mais je comprends votre étonnement parce que se parfumer avec un château, c'est vrai que c'est un petit peu... Ça sort d'énorme, mais pourquoi pas? C'est surprenant. Est-ce que le jus est... Il est dedans, il est scellé, il n'a jamais été ouvert. Il est arrivé comme ça. Pour information, il a été trouvé au Brésil. Mais c'est pas la première fois que vous avez des flacons de ce parfumeur. Non, c'est pas la première fois. Le dernier, j'ai eu, c'était la dernière vente, j'ai eu le flacon du parfum Pétalia Tocalon, qui est de René Lalique et qui est un flacon lenticulaire à décor d'un visage de Pierrot sur une face et sur fond rayonnant. C'est assez étonnant. Le coffret en plus, ça a fait un prix évidemment que vous pouvez imaginer parce que dès qu'il y a le coffret, change toute la donne. Dès qu'il y a le coffret, c'est multiplié par je ne sais pas combien. Écoutez, voilà. Jean-Marie, un grand merci. Toujours aussi passionné. Alors, pour rappel, on peut samedi de 11h à 18h en salle 16 à l'hôtel Drouot, en sous-sol. Salle 16, de 11h à 18h. Et le lundi, la veille de la vente, de 11h à midi. Et 14h. Le lundi 10 juin, avec l'étude Guillaume et Aimé Le Floch. Et je serai heureux de vous y accueillir si toutefois vous êtes intéressé pour découvrir cet univers de senteurs, de plaisir et aussi la beauté pour les yeux, parce qu'il y a de très beaux objets. Oui, merci encore, Bettina. Ça fait énormément de bien, on en a tous besoin. Et à très bientôt, Jean-Marie. Mais à toujours. À bientôt. Merci, Jean-Marie, une fois de plus, pour cette conversation toujours aussi passionnante et riche d'anecdotes, autant sur le pouls du marché pour mieux le comprendre et aussi d'avoir découvert ces flacons fabuleux et étonnants de la vente Les Estivales avec le Floch. Donc je vous incite à courir aujourd'hui à Drouot de 11h à 18h et aussi lundi pour voir cette exposition. Sinon, vous pouvez aller sur le site du commissaire-priseur Le Floch et vous y verrez le catalogue. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Senti Podcast par un don. Le lien se trouve dans Tatou Senti Podcast Instagram, soit favoriser sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Tout cela m'aidera beaucoup. Enfin, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant le prochain épisode, sentez-vous bien.